Sun Culture. Les acteurs culturels de la région en interview. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Sun Culture. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi midi pour votre rendez-vous culturel de la semaine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios de Sun Denis Taledec, directeur général du collectif Culture Barbare, Fédération nationale des cafés culture, et également élu à la ville de Nantes. Bonjour Denis Taledec. Bonjour. Pour l'émission, si vous me le permettez, nous allons parler qu'à une de vos deux casquettes, celle du directeur du collectif Culture Barbare, puisque nous allons aborder la sortie du livre blanc suite aux États généraux du droit de la fête. Pour commencer, avec un peu d'actu, hier les annonces concernant les festivals sont tombées. Festival autorisé, mais avec une jauge maximale de 5000 personnes en plein air et obligatoirement assis. Des gros festivals comme Hellfest, les Solidays ou les Nuits de l'Erdre ont annulé leur édition 2021. Quelle est votre réaction vis-à-vis de ces annonces ? Je peux réagir sur les réactions des festivals et je comprends le Hellfest et d'autres festivals qui préfèrent annuler, parce que ça remet en cause en effet l'essence même de ces festivals, de ces musiques. Autour de ça, si j'ai bien compris les propos de la ministre étant de dire pour l'instant nous dressons un socle minimum, la porte reste ouverte en fonction de l'évolution, notamment sanitaire, hein, et j'espère que ce côté assis pourra être levé pour un certain nombre de festivals. Pour revenir un peu au cœur de notre sujet, le Festival Culture Barbare est un événement culturel national qui propose une programmation artistique abondante avec des artistes locaux de tout style. Face à la crise, le festival, pour sa 19e édition, s'est transformé en états généraux du droit de la fête dans les territoires. Pourquoi cette initiative ? Bien, tout simplement, comme vous l'avez exprimé, on ne pouvait pas faire le festival, les conditions sanitaires ne le permettaient pas. On s'est dit, voilà, toute l'année, on court, on a des sujets importants qu'on n'arrive pas à poser et à prendre du temps avec l'ensemble de nos partenaires, d'ailleurs, avec lesquels on travaille. Et on s'est dit que la meilleure solution, c'était de proposer une semaine d'échanges, de débats sur avec l'ensemble de nos partenaires et bien au-delà en fait, et des questions qui portaient sur des éléments essentiels liés en effet à l'offre culturelle, mais bien au-delà en fait, on le verra, sur des problèmes de société autour de ces questions que sont grosso modo le droit à la fête, qui interroge plein de choses derrière. C'est-à-dire que le constat qu'on fait, c'est globalement c'est que cette crise a été un accélérateur de particules, accélérateur de problèmes de fond, en fait, qui étaient présentes et qui ont mis en exergue un certain nombre de questionnements autour de ça. La réappropriation de l'espace public, les conflits d'usage et le sens même de ce que peut être l'offre artistique et culturelle sur nos territoires. Ces états généraux du droit à la fête, ils se sont déroulés du 26 au 29 novembre 2020. Il y a eu 36 débats organisés, 160 000 personnes à peu près qui ont participé, 240 intervenants, 102 structures investies. C'est assez impressionnant. Là, concrètement, on est face à une urgence, un état d'urgence pour les cafés-concerts, les lieux culturels, les clubs. Mais même au-delà de ça, je pense qu'on est dans un état d'urgence et notamment lié à la santé mentale de nos contemporains. C'est-à-dire que cette crise sanitaire a aussi des impacts en termes de risques psychosociaux, de risques économiques, et tout le biotope de nos territoires, artistiques, culturels, sociétal, est réinterrogé. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que lors du premier déconfinement, tout est reparti par les territoires, c'est-à-dire en bas de mon immeuble, dans ma rue, dans mon quartier, dans ma ville. Et c'est pas reparti par des événements surdimensionnés à l'échelle nationale ou internationale, c'est reparti sur la réalité du quotidien de nos contemporains. Et ça, c'est un élément qui nous semble essentiel à anticiper dans les mois à venir pour, on l'espère, accompagner au mieux la reprise. Et ce livre blanc, il contient 170 préconisations. C'est assez dense. Si vous pouvez me le résumer, qu'est-ce qu'il contient ? Alors, avant de le résumer, parce qu'il est difficile, 170 propositions, qui sont à la fois techniques et qui portent plutôt aussi sur la forme, c'est quand même des débats qui ont été portés, et c'est pas neutre, à la fois pour les acteurs culturels eux-mêmes, en zone rurale comme en zone urbaine d'ailleurs, mais aussi par des collectivités elles-mêmes, la ville de Nantes avec la ville de Bordeaux, la ville de Paris,
et d'autres, et je m'excuse pour les autres que je n'ai pas cités, ont porté des débats en propre. Les riverains ont porté des débats en propre. Donc on voit qu'on était sur un large spectre. Et ce qui ressort de ces débats, au-delà des aspects très techniques, parce qu'il nous faudrait des heures et qu'on est limité dans le temps, et qu'il nous reste déjà très peu de temps, il y a deux choses qui ressortent. C'est le nécessaire besoin d'avoir une co-expertise, à la fois scientifique, académique, mais aussi empirique, de l'expérience du quotidien. Ça réinterroge votre première question. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dressé des conditions sanitaires pour que les choses puissent se faire, comment on travaille avec les acteurs, mais aussi avec les populations, pour le décliner en local en fonction de la réalité des territoires. Ça, c'est la première chose. D'où, et on y reviendra peut-être, une proposition de mettre en place une cellule Covid pour accompagner la reprise dès maintenant. Mais aussi mettre en place des zones d'urgence temporaire de la fête pour que les acteurs qui produisent habituellement dans des lieux clos puissent le faire en open air, puisque c'est cet espace public qui devient l'espace safe. Au contraire, par exemple, des crises d'attentats où l'espace safe était l'espace privé, là, c'est l'espace public qui devient un peu le salon commun, l'extension de votre maison, de nos maisons, et comment on arrive à faire côtoyer tout ça, en fait, pour que ça se passe au mieux et qu'on ne reproduise pas du conflit d'usage. Et le troisième niveau, et on le voit bien, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on est sur des injonctions contradictoires. Si on analyse les choses d'un point de vue sanitaire, en effet, ça percute les enjeux culturels, mais les enjeux aussi de sécurité, mais aussi les enjeux sociétaux. Et donc, il manque un espace au niveau national où on peut discuter avec l'ensemble de ces partenaires, acteurs culturels, les différents ministères, les différentes collectivités, la population aussi, et on appelle collectivement l'ensemble des membres qui ont travaillé lors de ces états généraux du droit à la fête à l'installation d'un Conseil national de la vie nocturne. Et justement, pour revenir sur ce que vous avez dit, la mise en place de cellules d'appui Covid pour accompagner la reprise des secteurs les plus impactés à la sortie de la crise, comment ils vont s'articuler? Alors, ils vont prendre des formats différents. L'idée étant d'identifier des lieux en plein air dans lequel on peut produire de l'offre artistique et culturelle, qui travaille aussi avec le tissu économique local et aussi avec les acteurs locaux, mise à disposition des producteurs locaux afin de pouvoir organiser des soirées dans un cadre safe, c'est-à-dire qui respecte un cahier des charges sanitaire et du point de vue sécurité, et ça sous l'égide des collectivités. Ça va peut-être un petit peu justement dans cette veine-là, puisque deux angles de travail ont été privilégiés, le droit à la fête dans le contexte de la crise sanitaire et le droit à la fête en général dans le quotidien. Pourquoi avoir décidé d'axer là-dessus? Parce que tout simplement, en fait, on s'aperçoit, et je le disais tout à l'heure, que cette crise sanitaire était un accélérateur. Et à travers, on voit une entrée sanitaire, somme toute importante, et qu'on ne réfute pas, on peut s'interroger, et depuis un certain temps, sur une approche très sécuritaire, en fait, notamment de la culture. On a vu qu'il y avait refacturation depuis un certain temps des forces de l'ordre, de la présence des forces de l'ordre autour des festivals, à destination des festivals. Je pourrais prendre des exemples de ce type. Et on a un questionnement, peut-être quelque chose de plus profond. Est-ce que c'est pas un nouvel ordre moral qui est en train de s'installer sur nos territoires, alors même qu'il y a une aspiration, on le voit bien, à la rencontre, à l'échange vis-à-vis de l'autre, et qu'aujourd'hui, justement, et on le voit dans l'impact psychosocial que peut avoir cette crise, le besoin de nos contemporains, jeunes, mais pas que jeunes, à rencontrer l'autre, à échanger au quotidien avec l'autre. Et on voit bien que, par exemple, la fermeture des bars, des restaurants, des clubs, réinterroge ceci, et c'est pas moi qui le dis, c'est notamment le président de l'Association des psychiatres de France qui a sorti des chiffres très inquiétants sur la santé mentale de nos contemporains. Donc c'est tout ça qu'il faut remanipuler de manière intelligente. En somme, qu'est-ce qu'on pose? C'est comment faire humanité demain, faire société, et la question des droits culturels derrière. Donc c'est ça que ce livre blanc, il veut proposer ça aux dirigeants nationaux et locaux. C'est ça le but. Dresser un cadre national suffisamment souple pour qu'on défende les singularités des territoires, qu'on ne retrouve pas la même chose partout,
et qu'on laisse aussi aux acteurs du terrain et à la population locale le choix de pouvoir réinventer des demain enchantés. Eh ben, merci beaucoup, Denita Ledec, d'être venu dans les studios de Sun. Pour rappel, vous êtes élu à la ville de Nantes et directeur général du collectif Culture Barbare, Fédération nationale des cafés culture. Le livre blanc est disponible en ligne sur le site du collectif Culture Barbare. Merci beaucoup. Merci. Sun Culture, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'interview en replay et en vidéo sur le site et l'appli de Sun. On se retrouve vendredi prochain à 12h30 pour un nouveau rendez-vous culturel. Restez avec nous dans quelques minutes sur Sun, c'est le Flash Info de 13h. Et comme chaque vendredi, retrouvez votre rendez-vous live de 18h, le Sun Music Addict. De l'indie pop à l'air parfois tribal, c'est ce qui vous attend avec le duo féminin Cocopelli, les grandes gagnantes du tremplin Parasique 2020. Très belle journée à l'écoute du son unique et bon week-end.